Alors, je vais vous présenter la thématique de mon sujet de thèse, celle des enclaves polynésiennes situées en Mélanésie australe. Et donc, je vais plus précisément vous parler d'individus du passé qui ont vécu dans l'archipel du Vanuatu et qui ont participé à la diversité biologique que l'on observe aujourd'hui. Alors, oui. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la zone océanienne, elle est divisée en 3 grandes régions, donc la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie. Alors aujourd'hui, on va principalement s'intéresser aux régions mélanésiennes et polynésiennes. Il faut comprendre que les premières observations des navigateurs européens notent une différence morphologique entre les sociétés océaniennes de l'Ouest et celles de l'Est du Pacifique. Ce clivage morphologique a même incité Jules Dumont d'Urville, donc un commandant de la marine française, en 1831, à diviser cet espace sous le terme Mélanésie, donc littéralement île noire, et Polynésie, île multiple. Alors, pour citer quelques exemples d'observations sur le physique des populations océaniennes, les populations mélanésiennes sont décrites comme étant, je cite entre guillemets, bruns de suie, les cheveux en touffe et de taille européenne, alors que les populations de Polynésie et de Micronésie sont perçues comme présentant des similitudes morphologiques entre elles, représentées par des hommes blancs, entre guillemets, aux cheveux lisses. Alors ces appellations, Mélanésie, Polynésie, conditionnent depuis les études sur les morphologies humaines de cette région, selon une division binaire, les Mélanésiens d'un côté, les Polynésiens de l'autre. Aujourd'hui, nous comprenons ce clivage morphologique comme étant le résultat de migrations effectuées par des hommes aux origines distinctes depuis 3000 ans dans la région. Donc nous savons que des groupes humains originaires d'Asie du Sud-Est et associés à la culture, une culture qu'on appelle la culture Lapita, auraient colonisé des îles situées donc en Mélanésie et en Polynésie. Ah, attendez, ça marche pas. Si, voilà. Et en Polynésie occidentale. Peu de temps après, des hommes originaires donc de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc c'est-à-dire dans le nord de la Mélanésie, ici, auraient migré vers les îles du sud de la Mélanésie. Et donc, leur migration, leur dispersion aurait largement chamboulé le paysage biologique apporté donc, par les groupes asiatiques Lapita dans la région mélanésienne. Un dernier événement est à prendre en compte. Donc, plus d'un millénaire après, c'est un peu compliqué, plus d'un millénaire après, des groupes liés à la société polynésienne vont coloniser enfin les îles de la Polynésie orientale, qui étaient vides de présence humaine jusqu'alors. Et donc on pense qu'ils ont effectué ces migrations il y a plus de 1100 ans. En tout cas, ils les auraient entamées il y a plus de 1100 ans, en effectuant des dispersions multidirectionnelles. Donc ces migrations, comme je vous l'ai dit, elles expliqueraient en partie la division binaire de cet espace, établie sur les caractéristiques morphologiques et culturelles de ces sociétés. Pourtant, on sait qu'elle n'est pas tout à fait effective, car aujourd'hui, une vingtaine de localités et d'îles présentent des sociétés humaines qui parlent une langue polynésienne, qui présentent des traits culturels associés à la culture polynésienne. Ces localités, elles sont communément appelées des enclaves polynésiennes, car elles sont tout simplement situées en dehors du triangle polynésien. Donc elles sont principalement documentées par des études linguistiques, ethnologiques, sur des sociétés vivantes actuellement. Et donc ces disciplines, elles expliquent l'existence de ces sociétés, donc, qui apparaissent comme des sociétés marginales, comme le résultat d'installations d'hommes originaires de Polynésie. Ces installations se seraient produites justement lors des grandes dispersions effectuées par les groupes polynésiens à partir de 1100 ans dans la région. Donc certaines de ces migrations auraient pu être effectuées dans un sens dit contraire, c'est-à-dire vers l'ouest, vers les archipels micronésiens et mélanésiens. Alors quand nous regardons ces enclaves d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'elles sont réparties dans un espace géographique très vaste. Généralement, elles sont situées sur le versant est des archipels micronésiens et mélanésiens. Et donc, excepté cette culture polynésienne, cette langue polynésienne que l'on observe actuellement, il faut noter qu'aucune caractéristique particulière ne lie ces îles entre elles. C'est-à-dire que quand on regarde leur relief, elles présentent une grande diversité géomorphologique, donc de l'atoll à l'île haute. On a encore l'exemple des petites îles
contiguës ou adjacentes à des îlots plus grands. Donc, par exemple, ce que vous observez là, ça, c'est considéré comme une enclave polynésienne. Et il en va de même pour leur histoire, c'est-à-dire que les séquences archéologiques montrent qu'elles ont été colonisées à des moments différents de l'histoire et qu'elles ont chacune leur propre séquence d'occupation. Donc, tous ces faits suggèrent qu'il est difficile d'imaginer qu'elles ont été peuplées au même moment par un seul et même groupe polynésien partageant un but commun. Et donc, il faut noter aussi que ces différentes recherches ont du mal à mettre en évidence une arrivée polynésienne. Donc, par exemple, je m'explique. Les différentes recherches archéologiques n'arrivent pas à dégager de preuves d'intrusion humaine ou de transition culturelle liée à des arrivées polynésiennes. Donc, en bref, il n'y a pas de niveau typiquement polynésien dans les séquences archéologiques. Pourtant, certains auteurs avancent l'existence de marqueurs, qui pourraient être des marqueurs polynésiens, comme la présence de niveaux acéramiques, c'est-à-dire sans poterie, des haches en basalte provenant des carrières de l'île de Samoa, donc une île située en Polynésie, de l'or pour la pêche, de forme distinctive qu'on retrouve dans des îles polynésiennes aussi, et des éléments de parure en dents de cétacés. Il faut noter que les deux premiers marqueurs posent quelques problèmes, car déjà, il n'est pas toujours aisé de révéler la présence d'une culture humaine par l'absence d'un élément matériel tel que la céramique. De plus, on sait que certaines sociétés mélanésiennes ont abandonné la pratique de la poterie depuis 2000 ans dans certaines régions. Et concernant les haches en basalte, elles sont connues pour circuler sur de très très longues distances à partir du Pacifique central vers différentes îles dans la zone océanienne. Et donc ce réseau, il s'inscrit plutôt dans une période de globalisation des échanges lors du dernier millénaire, et des échanges qui ne sont pas forcément motivés par l'installation effective d'individus, l'installation physique d'individus polynésiens. De même, les analyses ADN sur les populations modernes des enclaves ne révèlent pas d'affinité majeure avec des populations polynésiennes. Par contre, tout est une question d'échelle, parce que si on prend les populations à l'échelle d'un archipel, tel que l'archipel du Vanuatu ou des Salomon, là, en effet, on voit des incorporations génétiques récentes liées, liées dans une certaine mesure à des arrivées de groupes polynésiens. Donc les preuves d'intrusion humaine des groupes polynésiens, elles sont là, mais elles sont discrètes et ne semblent pas directement liées aux enclaves polynésiennes. Donc les conclusions de la linguistique, de l'ethnologie et de la biologie nous montrent un paradoxe, l'existence même de sociétés dont la culture ne semble pas liée à la biologie. L'archéologie peine à expliquer les processus qui ont conduit à cette situation, et donc les modalités d'installation des groupes polynésiens sont donc encore méconnues. Alors plusieurs hypothèses peuvent être proposées quant à ces modalités d'installation. Nous pouvons rencontrer le cas où un groupe polynésien arriverait sur une île vide de présence humaine. Donc il s'agirait de documenter leur évolution locale, leur évolution sur place. Dans le cas contraire, l'île étant déjà occupée, ce sont les modalités d'installation des groupes polynésiens qui nous intéressent, à savoir s'ils sont restés cohésifs, un groupe cohésif, ou s'ils se sont métissés. Et dans un troisième cas, il est possible d'imaginer une adoption de certains traits de la culture polynésienne, amorcés par des réseaux d'échanges, des besoins de commerce ou des implications politiques, partagés donc avec des groupes polynésiens éloignés. Dans ce cas, il n'y aurait pas eu de véritable incorporation biologique polynésienne. Donc afin d'apporter des éléments de réponse à cette problématique, notre étude se concentre sur deux régions d'influence polynésienne dans l'archipel du Vanuatu, donc en Mélanésie. Donc elles ont été fouillées dans les années 60 par José Garanger dans le centre de l'archipel, donc un Français, un archéologue français, et par un couple d'Américains, le couple Shuttler, dans le sud de l'archipel. Alors, pour le centre du Vanuatu, la plus impressionnante découverte de José Garanger est certainement celle du complexe funéraire de Roy Mata, sur l'île de Retoka, donc ou encore appelée l'île au chapeau, en raison de sa petite forme de chapeau, ici. Et donc c'est un site qui a été daté d'il y a à peu près 400 ans. Et l'île de Retoka n'est pas une enclave en soi, car elle est aujourd'hui inhabitée.
Cependant, la tradition orale associée à ce site mentionne la figure du chef Roy Mata comme étant d'origine polynésienne. Alors les 44 personnes enterrées autour de Roy Mata l'auraient volontairement accompagné dans l'au-delà. Donc ici, en fait, on a affaire à un site d'exception qui montre une image figée de la diversité d'une partie de la communauté existante à l'époque, car tous les individus sont morts au même moment. Quelques mots sur Roy Mata. Roy Mata, c'est l'une des figures majeures du Vanuatu central, car c'est un chef qui aurait unifié les différents clans de la région dans une période d'instabilité politique. Cette période d'instabilité, elle faisait suite à l'éruption du volcan Kuvae dans les îles Shepherd. Et donc cette éruption aurait complètement bouleversé les systèmes de chefferie existants, entraînant la délocalisation de nombreux chefs, de nombreux villages, de nombreuses personnes, suscitant des guerres, etc. Donc nous ne savons pas si le Roy Mata qui est enterré à Retoka était le même chef pacificateur que celui décrit dans la légende, ou tout simplement quelqu'un qui portait le titre Roy Mata, qui était un titre de chef qui se transmettait au fil des générations. On peut noter que les différents ornements et parures associés aux tombes sont considérés par José Garanger comme étant une expression locale et originale des sociétés d'affiliation polynésienne. Et nous retrouvons également ces fameuses parures en dents de cétacés. Pour le sud du Vanuatu, les travaux de Richard Schuttler se sont concentrés sur l'île de Futuna West, qui est bien cette fois-ci une enclave polynésienne. Et donc parmi les nombreux abris sous roches découverts, 10 contenaient des sépultures humaines. Donc vous les voyez, ils sont sur tout le pourtour de l'île, et notamment les sites funéraires, ils sont localisés dans la partie nord-est de l'île. Et donc de nouvelles recherches effectuées par la mission Enclave polynésienne au Vanuatu, donc dirigée par Frédéric Valentin, a permis d'établir et de dater 2 types d'inhumations différents à Futuna. Donc un type ancien, daté d'il y a environ 1100 ans, 1300 ans, qui concerne des individus enterrés dans le comblement de l'abri, et un type récent qui concerne cette fois-ci des individus déposés à la surface du sol, qui date d'il y a environ 300 ans. Concernant les influences polynésiennes à Futuna, le langage, le futunique, est majoritairement déjà polynésien. La tradition orale mentionne des histoires qui lient l'île de Futuna à celle de Tonga, donc qui est située en Polynésie, et de nombreuses mentions de la figure mythique de Machichiki sont faites. Le nom de ce personnage, en fait, ferait référence à son pendant polynésien, celui de Maui, qui est une figure ancestrale, mythique, que l'on retrouve sur de très nombreuses îles de Polynésie. Des espaces communautaires sont également mentionnés comme étant des marae, et les marae, ce sont des lieux publics, généralement de fonction religieuse, qu'on retrouve sur de nombreuses îles polynésiennes également. Par ailleurs, il faut comprendre que le système politique et social de Futuna est fortement lié à ces îles voisines, enfin à ceux de ces îles voisines, comme celles d'Aniwa et de Tana et d'Anetium. Pourquoi je vous mentionne ça ? Parce que les liens certains qui initiaient Futuna West à ces îles voisines nous montrent l'importance en fait, des interactions sociales entreprises par les sociétés des enclaves polynésiennes. Je m'explique. Ces interactions, elles sont faites à plusieurs échelles. Donc elles peuvent être faites à l'échelle locale, donc c'est les petits points roses, donc à l'échelle de l'île, à l'échelle micro-régionale, donc c'est-à-dire avec les îles voisines, et à l'échelle interrégionale, avec des îles, cette fois-ci vraiment éloignées, distantes, donc comme par exemple des îles de Polynésie. Malgré les différences linguistiques montrées par les sociétés des enclaves, il faut comprendre que ces sociétés, elles s'intègrent parfaitement dans toutes ces différentes échelles d'interaction locales ou régionales. En fait, elles n'étaient jamais isolées. Et je vous mentionne ça parce que c'est très important de penser justement les mobilités humaines dans l'espace insulaire quand on essaye de reconstruire les mouvements humains. Car aujourd'hui, les études sur la reconstruction des mobilités humaines sont vivement critiquées pour une raison principale. Celle-ci ne prendrait pas en compte les nombreux paramètres
qui sont impliqués, tels que des paramètres de fréquence, de taille de la mobilité, du temps, de la durée de la mobilité, du nombre d'individus impliqués dans ces mobilités. Et voilà, donc vraiment, j'insiste sur le fait que la formation des enclaves polynésiennes, elle ne semble pas liée, comme je vous l'ai dit, à un mouvement migratoire unique d'individus partageant un but commun qui se sont installés tous ensemble au même moment sur une enclave. Donc l'histoire est bien plus complexe, compte tenu du caractère extrêmement mobile de ces sociétés et surtout de leur connaissance de leur espace, d'un espace qu'ils maîtrisaient déjà très bien. Donc alors, afin de comprendre les processus qui ont conduit donc, à la formation des enclaves, mon travail est d'identifier des traces de composantes biologiques polynésiennes dans leur histoire. Donc pour cela, j'étudie la morphologie donc des hommes du passé ou du présent. Donc quand je parle de morphologie, on peut aussi parler de phénotypes. Et donc les phénotypes, pour expliquer un peu ce que c'est, donc il s'agit de nos caractères qui sont observables, ceux qui sont inscrits dans notre génome, mais surtout ceux qui sont exprimés par celui-ci. Donc il est pensé que plusieurs facteurs agissent sur notre phénotype, tels que l'environnement, l'alimentation, les modes de vie, ou encore, et surtout ce qui nous intéresse ici, l'hérédité. Disons que dans une certaine mesure, votre visage, vos traits représentent l'histoire de votre lignée, vous partagez certains traits morphologiques avec vos ancêtres, et ces traits vous ont été transmis au fil des générations. Donc pour étudier le phénotype des individus du passé ou du présent, nous utilisons une méthode que nous appelons la morphométrie. Donc alors elle permet d'observer et d'analyser des différences de proportion, de taille, de forme entre plusieurs objets. Et en théorie, là je vous fais vraiment de la théorie, elle est utile car elle permet de voir, de remarquer des différences ou des ressemblances que notre œil ne peut pas percevoir. C'est-à-dire que voilà, notre œil tend à nous mentir ou à apporter des informations subjectives d'un observateur à l'autre. Donc voilà, voilà à quoi sert cette méthode. Nous avons donc enregistré des informations donc, de taille et de forme sur les calvariums des individus anciens et modernes d'Océanie. Donc nous, dans notre cas, on l'a fait en prenant des distances linéaires à l'aide d'un pied à coulisse. Ces distances, elles peuvent être interprétées comme des biomarqueurs, c'est-à-dire comme des traits biologiques hérités et susceptibles de révéler une histoire partagée entre des groupes humains éloignés dans le temps et dans l'espace. Donc ensuite, nous projetons les crânes dans un espace fictif grâce à des analyses multivariées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cet espace permet de distinguer des crânes de formes différentes et de rassembler, de regrouper des crânes de formes similaires. Donc nous avons appliqué cela pour les crânes provenant des 2 régions d'influence polynésienne du Vanuatu. Donc 10 crânes provenant du complexe funéraire de Roy-Mata et 3 crânes provenant de l'île de Futuna Ouest. Et donc nous les avons comparés à un référentiel de 232 crânes modernes provenant de 12 populations d'Australie, de Mélanésie et de Polynésie. Donc le but est d'observer si les crânes archéologiques présentent des affinités morphologiques avec l'une de ces populations. Alors pour les résultats, ici, vous observez la variabilité morphologique des populations actuelles. Donc, pour faire simple, vous avez 2 gros cercles. Un cercle bleu qui contient tous les individus qui proviennent d'Australie et de Mélanésie, et un cercle rouge-orangé qui contient tous les individus de Polynésie. Donc, déjà, on note qu'il y a bien une différence morphologique entre les 2 populations. Les individus en noir sont les individus archéologiques. Donc on observe que 2 d'entre eux se distribuent dans la variabilité polynésienne et 2 autres, je vais essayer de vous montrer, les 2 ici et les 2 autres dans la variabilité d'Australie et de Mélanésie, tandis que les 9 autres sont dans la zone de chevauchement entre les 2 groupes. Cette zone de chevauchement, elle est assez intéressante parce qu'elle nous montre qu'il y a des individus en Océanie qui montrent une morphologie commune, un phénotype commun, malgré le fait qu'ils soient polynésiens ou mélanésiens. Ça montre qu'il y a eu des échanges et une histoire partagée entre les 2 populations. Donc pour revenir aux individus archéologiques, on peut effectuer un autre type d'analyse qu'on appelle les analyses discriminantes linéaires, et en fait qui nous permettent d'observer les affinités en pourcentage, donc à chacune des 2 régions du Pacifique,
Donc on a bleu Mélanésie et orange Polynésie, donc on a gardé le même code couleur, hein. Et donc cela pour chaque individu. Donc vraiment, voilà, là on a un individu, un autre individu, encore un autre individu, etc. Donc on observe que pour les individus du complexe funéraire de Roy-Mata, que 2 d'entre eux présentent des affinités polynésiennes comprises entre 92 et 100%, donc c'est le cas de l'individu 2 et 22 et 29, pardon, il y en a 3 en fait. 2 autres présentent un profil qu'on appelle mixte, car ils présentent des affinités morphologiques aux 2 populations d'Océanie. Donc c'est le cas de l'individu 12 et de bis. Et les autres sont globalement, enfin majoritairement d'affinités avec les populations d'Australie et de Mélanésie. Pour les individus de Futuna Ouest, un individu montre 98% d'affinité morphologique avec des groupes originaires de Polynésie, et les 2 autres individus ont des profils, pareils, dits mixtes, présentant des affinités avec les 2 régions. Alors, comment interpréter ces résultats ? Premièrement, on va parler des individus aux affinités de couleur bleue, donc c'est-à-dire d'Australie, de Mélanésie. Ces affinités particulières, elles sont observables au Vanuatu depuis 2500 ans. C'est ce que je vous ai montré quand je vous ai parlé des grandes migrations qui ont conditionné toute la diversité observable aujourd'hui. Donc on comprend ces individus ces individus présentant ces affinités particulières comme faisant partie, au moins pour certains d'entre eux, de la société préexistante, de la société ancienne du Vanuatu. Par contre, les autres individus qui présentent des affinités polynésiennes dominantes, eux apparaissent comme des individus au phénotype marginal, et ils sont interprétés plutôt comme des individus migrants dans le centre et le sud du Vanuatu, donc à partir de 400 ans dans le centre du Vanuatu, de 300 ans dans le sud du Vanuatu. Deuxièmement, on peut parler des profils dits mixtes. Donc surtout, on a pris l'exemple de l'individu 2 bis parce que ce résultat, il est comparable à celui d'une étude de paléogénétique effectuée donc, par un généticien de l'université d'Harvard qui a étudié l'ADN ancien de 5 individus de Retoka. Et il trouve chez l'individu de la tombe de Bis, donc exactement le même individu que le nôtre, environ 41% d'affinité asiatique polynésienne, donc ce qui est très comparable avec ce qu'on a trouvé. Nous, on est à 66%. Et les auteurs interprètent cela comme le produit d'un métissage entre des groupes polynésiens et des groupes mélanésiens. Donc nous, notre résultat, il tend à confirmer cette conclusion. Et si c'est le cas, si cet individu était effectivement un individu métissé, il est probable que des rencontres avec des groupes, des individus polynésiens se soient effectuées bien avant 400 ans. Alors après, on ne sait pas si cette rencontre, elle s'est effectuée effectivement dans l'archipel du Vanuatu ou ailleurs en Océanie. Troisièmement, selon l'analyse des plans et des données condensées par José Garanger et Richard Schuttler, les individus d'affinité polynésienne ne semblent pas être enterrés en marge des autres individus non polynésiens. C'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun signe distinctif, ils sont répartis au sein des individus d'affinité d'Australo-Mélanésie. Et donc ces éléments nous incitent à penser que ces individus polynésiens étaient totalement intégrés dans les sociétés locales. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas considérés de manière différente par les individus de la communauté, même s'ils présentaient un phénotype, une morphologie différentes. En particulier sur le site de Retoka, où 2 femmes polynésiennes sont enterrées chacune avec un homme. Et donc leur position d'inhumation évoque le lien particulier entre eux comme un lien matrimonial. Il faut noter que l'ensemble des individus identifiés comme polynésiens sont tous de sexe féminin, donc en tout cas dans ceux que je viens de vous présenter aujourd'hui. La présence des femmes migrantes entre les 2 sites font écho aux nombreuses traditions orales des 2 régions qui évoquent des sentiments de peine, d'arrachement, de mal du pays, liés aux mariages interrégionaux et surtout aux pratiques d'exogamie féminine. Les traditions orales du Vanuatu central, je reviens sur Roy-Mata, suggèrent une transformation sociale majeure dans la structure des sociétés préexistantes
initiée justement par le chef Roy Mata. Donc on lui attribue la création d'une cérémonie de paix et d'une fête qui se tenait tous les 5 ans, et au cours de laquelle des emblèmes personnels ou totems étaient décernés. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les totems de plantes ou d'animaux étaient transmis par les lignées féminines exclusivement et jouaient un rôle dans la régulation des mariages. Et donc ce nouveau système sociopolitique, imposé ou adopté, on ne sait pas trop, est appelé Naflac et existe encore aujourd'hui dans certaines localités de l'île des Fatées. À propos du Naflac, le missionnaire Peter Milne précise « Un homme peut épouser qui il veut, pourvu que la femme n'appartienne pas à son totem, ni lui, ni ne lui soit apparenté par le sang, aussi éloigné que cela puisse être. » Donc une volonté d'améliorer le sang, que je cite entre guillemets, qui a également été notée dans d'autres îles de la région, comme l'île de Marais, dans les Loyautés, qui est également connue pour présenter des influences polynésiennes. Et justement, le père Dubois, dans les années 30, indique qu'un terme linguistique est spécialement utilisé pour signifier l'échange des femmes pour grandir et blanchir des familles de chefs. D'ailleurs, il existe un passage noté par Dubois que je trouve très intéressant. Il est un peu long, mais je vais vous le citer. Donc, les Silawasele sont d'origine polynésienne. Ils m'ont dit que la couleur primitive de leur peau, mort dorée, faisait l'admiration des autochtones petits et noireaux. Le soir, au soleil couchant, les Silawasele se baignaient à la mer et leur peau prenait la couleur rosée de la chair de la banane. Les autochtones se tenaient sur le sommet de la falaise pour les admirer. Donc cette citation, je la trouve assez intéressante parce que elle nous montre que ces sociétés avaient déjà largement conscience de leurs différences morphologiques, physiques, et y portaient un intérêt certain. Et donc cela bien avant l'arrivée des Européens dans la région. Et elles y portaient un intérêt dans le cadre d'acquisition de caractères morphologiques particulières et des stratégies d'alliance politique ou économique. Donc, j'ai pas le temps de développer un peu plus cet aspect-là, mais je vous ai cité cet exemple parce que pour moi, c'est un très bel exemple d'altérité pour ces sociétés. Alors, je reviens sur justement la présence des femmes polynésiennes dans tout ce contexte social qui existait à cette époque. Donc la présence de ces femmes au sein d'une société semi-matrilinéaire du centre du Vanuatu, par exemple, aurait pu favoriser la transmission d'éléments culturels polynésiens au fil des générations. Et donc à l'inverse, l'apport biologique polynésien se serait amenuit avec le temps dans la région. Donc c'est ce que montre le schéma. À la base, on a un couple polynésien-mélanésien et on s'aperçoit qu'au fil des générations, le polynésien se dilue au sein de la société et de moins en moins apparent, tandis que les composantes culturelles peuvent peuvent s'accroître au fil des générations. On a un exemple ethnographique qui montre un peu comment un unique parent peut être favorisé un peu dans une transmission culturelle. C'est l'exemple des sociétés matrilocales de Weali, du Timor oriental. On observe que les femmes de langue austronésienne, par exemple, vont se marier avec des hommes papous, donc de culture papou, et leur enfant, donc produit de leur descendance, va adopter les traits culturels, linguistiques, austronésiens de sa mère. Ceux de son père seront totalement ignorés. Donc, c'est-à-dire que la culture qu'on peut observer aujourd'hui n'est pas forcément, ne montre pas dans toute sa globalité l'histoire biologique associée à une société ou un individu. Donc voilà l'exemple des sociétés anciennes de Retoka. Elles peuvent pas être comparées à cet exemple ethnographique. Cependant, cet exemple précis, il soulève l'importance du legs culturel transmis par un parent étranger à sa descendance. Donc pour conclure, les raisons pour quitter une communauté située en Polynésie, elles étaient certainement très nombreuses. Elles pouvaient concerner des événements politiques conduisant par exemple à la fuite de réfugiés liés aux luttes pour la suprématie entre les puissantes chefferies polynésiennes. Elles pouvaient concerner des crises écologiques comme les sécheresses causant la perte de ressources vitales. Tout ça, ce sont des choses qui sont observables dans la littérature. Et donc, par contre, notre étude,
elle met en évidence une autre motivation pour le voyage, celle de la recherche de partenaires lointains comme moyen d'étendre les réseaux de parenté, les liens familiaux et politiques à travers l'océan Pacifique. Voilà, merci de votre attention. Et je tiens à remercier encore une fois la Société des Amis du Musée de l'Homme et surtout mes 2 directeurs qui m'ont accompagnée. Merci beaucoup, Wanda, pour cette belle présentation, très documentée et très vivante à la fois. Ah, okay. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à Wanda avant qu'on ne demande à François Séma de lui remettre son prix? Christian Coiffier. Merci pour cette belle présentation. Est-ce que vous êtes penché sur le cas de l'île de Vanikoro? Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller dans cette île et on vit ce que vous venez de dire. Il y a des villages où les 2 communautés d'origine polynésienne venant de Tikopia vivent juste à côté et il y a des échanges. Oui, ils échangent et je suis sûre que ceux de Tikopia ne sont pas finalement si différents de ceux de Vanikoro, à part leur langage, et ils sont totalement intégrés. En fait, ils viennent de Tikopia, oui. les Polynésiens de Vanikoro. Oui. Et puis dans l'île qui est plus au nord, on retrouve aussi le même... oui, avec des influences... Le même processus d'échange entre ces 2 communautés, d'imbrication. Oui. Voilà. Bon, moi, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais votre présentation me rappelle ce que j'ai vécu là-bas à Vanikoro. Alors, la confrontation de ces 2 communautés. Voilà. Alors, justement, nous, tout l'archipel des Salomon, pareil, c'est un peu comme le Vanuatu, oui. C'est connu pour ces sociétés, ces petites localités qui montrent des influences culturelles polynésiennes sans apparaître totalement non plus isolées, marginalisées des autres. On essaye d'intégrer, là, dans le cadre de ma thèse, des données provenant de l'île de Tomako, pas celle de Tikopia, où il y a un énorme cimetière, le cimetière de Namu, il y a plus d'une centaine d'individus qui ont été découverts. Et voilà, mais on peut le faire qu'avec Tomako. Tikopia, on n'a pas encore assez de données. Et c'est surtout que, il y a quelques documentaires, reportages qui sont sortis dernièrement sur Tikopia. Et on sent que les influences polynésiennes, elles sont quand même peut-être un peu plus récentes, un peu plus fortes sur cette île par rapport à l'archipel du Vanuatu, parce que les gens même sont physiquement très très différents. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est des histoires qui sont complètement hétérogènes et les archipels n'ont pas vécu du tout la même chose en termes d'influence polynésienne. Et c'est vrai qu'au Salomon, ça doit être encore plus particulier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, bien sûr. Là, vous avez mentionné l'île Futuna. Oui. Il y a encore une autre île, Wallis, qui appartenait à la France. Et puis il manque aussi Hawaï, et puis Tahiti, et l'île de Pâques. Parce que ça a permis de voyager, mais il y a des kilomètres et des kilomètres dans le Pacifique, là. Oui, alors, Hawaï, l'île de Pâques, alors là, on est très loin en Polynésie. Donc, elles ont peut-être joué un rôle dans justement ces migrations polynésiennes qu'on observe en Mélanésie actuellement. On n'évoque pas la source des individus polynésiens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ils sont originaires pour le moment. Ça va être probablement un projet de postdoc. Par contre, oui, ce que vous avez mentionné, on a cité Futuna, mais c'est donc le Futuna du Vanuatu. Parce qu'en effet, il y a un Wallis et Futuna en Polynésie, comme on a une enclave polynésienne dans les Loyautés qui s'appelle Uvea, et on retrouve, enfin c'est l'ancien nom de Wallis et Futuna. Et on a énormément de correspondances, en fait, même au niveau
du nom des villages, des sites entre la Polynésie et la Mélanésie, c'est très similaire, quoi. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser d'un point de vue linguistique sur ça. Voilà. Alors, j'ai vu écrit sur le texte à un moment donné qu'il y avait des interactions, des mariages, et j'ai vu écrit « pour blanchir ». Oui. Alors, je voudrais savoir à quoi ça correspond, ce terme « pour blanchir », les lignées. Voilà, vous allez nous expliquer. Oui, alors, un peu de nuance sur ces citations. Il faut savoir qu'elles ont été écrites déjà dans les années 30, donc on est dans un contexte historique un peu particulier. Donc ça, c'est la première nuance sur l'emploi du mot. Après, clairement, on voit au niveau des traductions littérales de ce qui ressort dans la tradition orale, en effet, les Polynésiens, les Mélanésiens portaient de l'intérêt pour les Polynésiens, clairement, pour leur couleur de peau, leur stature, des attributs physiques qui les intéressaient. Donc, alors après, je ne sais pas si c'est typiquement la couleur de peau qui était un peu plus claire qui les intéressait, ou si c'était leurs cheveux qui étaient un peu plus lisses, ou tout simplement la différence, d'acquérir quelque chose de tout simplement nouveau, dans un contexte où on est quand même un peu dans des sociétés restreintes sur un plan géographique. Donc je pense que tout ce qui était nouveau, différent, attirait. Et puis la deuxième nuance que je tiens vraiment, et ça c'est important à apporter à cette citation, quand Dubois justement il a noté ça, blanchir les lignées, je ne sais pas si c'était spécialement, si ça concernait spécialement les individus polynésiens. Ça pouvait également concerner les Européens, parce qu'on sait qu'il y a eu des mélanges aussi avec les Européens, et que les Européens, au même titre que les Polynésiens, devaient intéresser également pour leurs caractéristiques physiques. Mais en tout cas, on a toujours ces grandes citations, de ces histoires mythiques d'individus polynésiens qui arrivent, qui s'installent sur une plage et dont le physique faisait l'admiration de certaines personnes sur place. Une dernière question ? Plus de questions, s'il n'y en a pas. Si. Merci, c'était passionnant. Et puis j'ai beaucoup apprécié la manière de partir du général au sens géographique et puis d'arriver au particulier, ce qui est très pédagogique à mon sens. Merci. Alors, vous avez déjà partiellement répondu, mais pourquoi les Polynésiens avaient envie de mettre le cap à l'ouest sur de telles distances? Est-ce que c'était le caractère limité de leur territoire, un problème de patrimoine génétique, une attraction pour le Mélanésien noir? Parce qu'on peut voir ça à l'inverse. Bon. Et deuxième sous-question, est-ce qu'on a une idée de leurs moyens de transport? Oui, de transport, oui. Et dernière petite question, vous avez République française, ministère des Affaires étrangères, ce sont vos soutiens financiers ou parce qu'on aurait plutôt vu ministère de la Culture ou ministère de l'Éducation? Alors c'est le ministère qui finance la mission archéologique de Frédéric Valentin, ma directrice, oui. Oui, c'est ce ministère-là. Non, mais pour répondre à votre question, alors c'est toujours pareil, c'est la fameuse question du but, de l'idéal, pourquoi migrer. Nous, on présente, sans prendre de risques, en fait, on se mouille pas trop, on dit, certes, il y avait peut-être des mariages, mais ça faisait partie d'un tout. Dans une période de globalisation, en fait, on observe qu'au niveau de la tradition orale, des missionnaires ont documenté des arrivées de quelques individus polynésiens sur des pirogues qui arrivaient sur des îles mélanésiennes parce que soit ils se sont perdus, ils ont dérivé, soit ils se sont fâchés avec leur chef local et ils ont voulu partir, soit ils se sont fâchés aussi avec les missionnaires sur place. Soit il y en a un, par exemple, la tradition orale de Raynel et Bellona dans les Salomon fait référence à un voyageur polynésien qui s'appelle Kaitu. Et lui, il a rêvé d'une île. Il a rêvé d'une île, il a décidé de venir et il l'a trouvé dans les Salomon,
Alors d'où est-ce qu'il venait? Voilà, pareil, on parlait des mots qui se ressemblent. Lui, il venait de Hutuna. Donc alors, Futuna polynésien, Futuna mélanésien, on ne sait pas trop. Mais tout était interconnecté. Et quand on parle aussi de direction, c'est quelque chose d'important. Là, moi, je vous ai parlé des Polynésiens qui allaient en Mélanésie. Mais il faut comprendre aussi que quand on regarde d'un peu plus près la Polynésie, la morphologie polynésienne, etc., on s'aperçoit qu'il y avait également des gens qui ressemblaient fortement à des Mélanésiens et qu'en fait, on était un peu dans des migrations à double sens, en fait. Hein. Et voilà, donc le but, et je pense que c'est comme aujourd'hui ce qu'on observe chez nous et que voilà, qu'on pouvait voyager, partir voir un oncle éloigné pendant une semaine et revenir, même si celui-ci est à l'autre bout de l'océan, ça se faisait. C'était pas incroyable, voilà, de migrer.